Et 57% des Israéliens interrogés, dont 55% de juifs et 61% d'arabes israéliens, souhaitent, je cite, un leader fort, capable de prendre ces décisions sans être lié, je cite encore, par la Knesset, les médias ou l'opinion publique. 8h07 sur Radio Kalita. Nous sommes en ligne avec Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous allons essayer de faire le point sur l'actualité politique avec énormément de défis pour l'actuelle coalition qui est confrontée à des situations plutôt difficiles. On l'a vu la semaine dernière. Et vous vouliez que nous parlions essentiellement et que nous commencions à parler avant tout des projets de réforme du système des conversions. Ce sont deux des projets. Là, il y a la conversion, il y a le dossier de la cacheroute qui sont deux dossiers qui ont été soumis par le ministre des cultes, mais c'est le dossier des conversions qui suscite beaucoup de polémiques actuellement. Tout à fait. Voilà quelques jours, la décision du ministre des cultes du parti Yamina, d'ailleurs Matan Kahana, de nommer à la tête, si vous voulez, d'un comité qui va justement maintenant s'occuper des conversions, de nommer le rabbin du mouvement Tzohar à la tête donc de l'autorité des conversions. Ce rabbin, c'est le rabbin Benayahu Brunner. Eh bien, cette nomination a déclenché une tempête de protestations, surtout dans le monde orthodoxe, mais aussi chez pas mal de rabbins du mouvement sioniste religieux. Ainsi, la principale attaque contre cette décision est venue, on n'en est pas surpris, du député Moshe Gafni du parti orthodoxe Ashkenaz, l'Union du judaïsme par la Torah, qui a carrément déclaré que cette nomination du Rav Brunner revenait, je cite, à placer une idole dans le Echal, l'arche sainte du temple, de l'ancien temple de Jérusalem. Et il a ajouté, Gafni, il n'en est pas à sa première phrase de dérapage, le but de Kahana est de diviser la nation et de tenir absolument à appliquer cette réforme absurde. Et il a ajouté en plus, c'est ce qui le fera condamner par l'histoire. Alors, quelques jours plus tôt, il faut dire que le rabbin de Safed, très connu, le Rav Shmuel Eliyahu, avait déclaré avoir averti Kahana, le ministre en question, que pas mal de rabbins, ou la quasi-totalité des rabbins du milieu sioniste religieux, s'opposaient aussi à son plan, et qu'il ne faisait ce plan qu'aiguiser les tensions au lieu d'essayer effectivement peut-être de réformer le processus des conversions, mais de manière plus concertée, et notamment avec le grand rabbin Lowe, en évitant de neutraliser l'institution du grand rabbinat, en accordant trop de prérogatives, puisque c'est l'un des axes de ce plan, aux rabbins locaux, aux rabbins des villes. Alors justement, le grand rabbin Ashkenaz d'Israël, David Lowe, avait menacé quelques jours plus tôt de stopper carrément les conversions si le projet de loi de Kahana était adopté par la Knesset. Et puis, quelques jours avant, Kahana lui-même devait adresser dans une lettre au Premier ministre Bennett pour lui dire qu'il allait suspendre le mandat du chef de l'autorité des conversions, justement celui qui l'a remplacé par le Rav Brunner. Le rabbin précédent, c'était Rabbi Moshe Veller, qui avait été nommé par le Rav Lowe il y a assez longtemps, tout simplement parce que et le Rav Lowe et le Rav Veller étaient opposés de manière très ferme au projet de réforme des conversions. Pour dire quelques mots de ce projet, donc il est prévu que ce soit donc une autorité qui supervise, si vous voulez, ces conversions, mais qu'elle s'opère désormais non pas par une cour centrale ou par des bed-din dirigés par donc l'autorité des conversions, mais par des bed-din locaux, ce qui laisserait des initiatives aux uns aux autres pour convertir. Alors normalement, Kahana, qui a été beaucoup critiqué, a tout de suite fait une mise au point et est revenu là-dessus en disant qu'il ne comptait pas octroyer, enfin permettre avec cette réforme des conversions style libéral, c'est-à-dire qu'elles se feraient toujours selon les critères de la halakha,
mais avec une autre mentalité, une mentalité plus ouverte, et donc si vous voulez, une supervision qui resterait dans les mains du grand rabbinat, notamment pour la nomination des rabbins locaux qui siégeraient dans des tribunaux spécialisés au niveau local et dans chaque ville pour faire ces conversions. Donc c'est un projet un peu confus qui a mal été marketé, si on peut dire, et qui donc a suscité énormément d'opposition. Je dois rajouter Richard, juste une question. Le Rav Lowe a envoyé une lettre lui aussi à Bennett, et c'est ça qui a fait déborder un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Une lettre en disant que si Kahana menait à bien sa démission, c'est-à-dire faisait déposer le Rav Veller et le remplacer par quelqu'un d'autre, eh bien lui, le Rav Lowe cesserait de donner son accord justement, c'est une question. C'est une question. Il ne réaliserait plus aucune conversion, alors qu'il y a des centaines, voire des milliers de gens qui, aussi bien du côté des Éthiopiens, côté des Juifs d'origine russe, etc., qui sont en processus Richard, de conversion. Est-ce que vous m'entendez, Richard, est-ce que vous m'entendez? Il a... Non. Oui. Vous m'entendez? Non, je voulais vous poser une question peut-être. Est-ce qu'il est possible de faire, d'abord, est-ce que cette loi, elle a une chance quelconque d'être validée? Parce que on entend que du côté de l'aile gauche du gouvernement, il y a aussi une opposition au fait que Matan Kahana conserve un certain pouvoir au grand rabbinat d'Israël, alors que, par exemple, à gauche, on voudrait qu'il y ait des rabbins réformistes ou conservatifs qui puissent, par exemple, aussi avoir une certaine autorité. Ça, c'est une question. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut faire à mettre en application un tel projet de loi sans le feu vert des grands rabbins d'Israël aujourd'hui? Écoutez, vos deux questions résument le problème. D'une part, au sein de la coalition, il y a effectivement des désaccords entre l'aile gauche qui voudrait se passer des grands rabbins et aussi promouvoir le mouvement réformiste, et puis aussi la question des grands rabbins. Je crois que en fait le processus a été lancé. Peut-être que le Rav Kahana, sur injonction de Bennett, va peut-être mettre de l'ordre dans sa manière de travailler et pour ne pas choquer les uns et les autres. Mais il est évident qu'il faudra qu'on arrive tôt ou tard à un consensus. D'ailleurs, c'est ce que pense le grand rabbin de Sfat lorsqu'il a dit que les rabbins du mouvement sioniste religieux. Alors, il est vrai que ces rabbins sont opposés au projet en l'état actuel de sa présentation, mais il y a quand même pas mal de Rosh Yeshiva, de directeurs de Yeshivot de Judée-Samarie, assez connus et de ce qu'on appelle des Yeshivot de préparation à l'armée, Kdam Tzvaïd, qui ont donné leur accord. Donc ce mouvement sioniste religieux est aussi divisé. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même si vous voulez, c'est la position du grand rabbin Lowe, qui est quand même une autorité et qui a été extrêmement choqué. Il a d'ailleurs dit, lorsqu'il a envoyé cette lettre, que ce projet risque de provoquer une cassure et une césure très significative au sein du peuple juif, et cela obligerait les générations futures, a-t-il dit, à devoir trancher la difficile question que l'État d'Israël n'a jamais vraiment tranchée: qui est juif? Alors ok. Quand même, Richard, on va aborder le deuxième sujet parce que on risque d'être court dans le temps. Les leçons à tirer sur la coalition Bennett après ce que l'on a assisté, le spectacle un peu pitoyable ou problématique auquel on a assisté la semaine dernière dans l'hémicycle après le vote de la loi sur l'électricité. Quelles leçons tirez-vous de cette loi et de cette empoignade Écoutez, on a vu la semaine dernière un spectacle affligeant, délétère, j'allais dire, du jamais vu quand même dans l'hémicycle, qu'on a connu quand même des vertes et des pas mûres depuis plus de 70 ans, lorsque une vingtaine de députés Likoud ont conspué et injurié, on peut même dire, le Premier ministre Bennett après l'adoption de cette loi, la loi sur l'électricité, qui quand même, qu'on soit pour ou contre, permet de brancher quelques milliers, plusieurs dizaines de milliers d'Arabes israéliens et des Bédouins qui vivent dans des habitations illégales, de les brancher au circuit, au réseau électrique, mais aussi au réseau téléphonique.
avec évidemment l'ombre qui s'est accompagnée du vote de cette loi, c'est que la même Knesset a rejeté la demande identique faite pour que les habitants des avant-postes juifs non reconnus, qu'on appelle illégaux en Judée-Samarie, soient aussi branchés. Et évidemment, le fait qu'on ait accepté pour les uns et refusé pour les autres, ça a suscité pas mal de colère. Et c'est une scène qui contredit beaucoup, ça c'est une première leçon à tirer, pas seulement pour Bennett, mais pour la coalition, contredit beaucoup les prévisions optimistes qu'avait faites Lapid voilà 6 mois, lorsqu'il avait dit que ce gouvernement, cette coalition qui se mettait en place allait être tranquille. Ce sera un gouvernement, avait-il dit, supposé ne pas faire beaucoup de bruit. Un Premier ministre qui ne fera pas non plus, qui travaillera sérieusement sans faire de bruit et qui gérera le pays pour le bien d'Israël avec tranquillité et sérénité. Or évidemment, cette scène de la semaine dernière, elle était tout sauf sereine et tranquille. Et en fait, la leçon importante, la plus importante pour le Premier ministre, qui, il faut le dire, a assumé qu'on soit pour ou contre cette loi quand même, une certaine culture politique de la responsabilité, qu'on soit pour ou contre cette loi. Il est clair que depuis des décennies, les gouvernements, d'ailleurs, pas seulement de Netanyahou, mais les gouvernements de gauche précédents, tous ces gouvernements n'avaient pas voulu, si vous voulez, se saisir de ce problème, l'avaient laissé traîner. Et finalement, le côté positif, d'une certaine manière, de cette décision, c'est qu'elle a permis de trancher et d'une certaine manière, d'éviter ces flottements, cette hésitation malsaine. Et donc, ce que je pense qui est important, c'est que justement le gouvernement Bennett, Lapid aussi, qui est censé être à ses côtés, devrait donner des leçons sur la conduite ultra-sectaire qu'on connaissait déjà du Likoud. Mais pourquoi ? Parce que ce même jour, donc en qualifiant lui-même ce vote de tout à fait dangereux, et il a même dit, Netanyahou, que c'était un jour très sombre pour la démocratie israélienne. Eh bien, l'ancien Premier ministre, le chef du Likoud, a carrément, et ça c'est une menace lourde de sens, il a carrément annoncé qu'il allait convoquer ces jours-ci les chefs des partis de l'opposition de droite pour envisager, a-t-il dit, je cite, de boycotter de manière permanente la Knesset. Oui, Ce qui est quand même une menace, je dirais, du jamais vu encore au sein du Parlement israélien. Il faut dire que depuis 6 mois, le Likoud et lui-même, son chef, qui ont été très désappointés par le fait d'avoir perdu le pouvoir, ont mené une politique, je dirais, de fibusier, une politique de délégitimation permanente du gouvernement Bennett, et que cette loi leur a donné l'occasion, si vous voulez, de monter d'un cran leur protestation et de menacer de boycotter la Knesset. Okay. Et il faut dire que c'est d'autant plus discutable, au-delà du fait que ça met en péril la démocratie israélienne, qu'on se souvient, avant que le gouvernement Bennett soit formé, le Likoud avait envisagé, et avait commencé d'ailleurs, à parlementer avec le parti comment dirais-je, le parti Ram, Abbas, et donc en fait le Likoud avait aussi envisagé de s'allier avec ce parti pour monter une coalition. Il a beau jeu aujourd'hui, jeu facile de critiquer Bennett. Il faut dire, pour terminer, que le sabotage du Likoud est fort dangereux justement pour les l'équilibre des pouvoirs et pour la démocratie israélienne. Donc on est dans un moment où ce que nous avions analysé, ce que les experts politiques avaient analysé, c'est-à-dire après le vote du budget, après le vote d'un certain nombre de projets de loi, la coalition Bennett, qui ne tient qu'à une voix majorité, est sans cesse mise en péril par cette absence de dialogue. Je dois préciser d'ailleurs. Alors, Richard, il nous reste une minute. Richard, il nous reste vraiment une minute pour une minute, et je voulais qu'on aborde le dernier sondage que vous vouliez mentionner, qui stipule qu'une majorité d'Israéliens voudrait que le premier dirigeant du pays prenne ses décisions tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, d'abord ? Il y a comment dirais-je, ce qu'on appelle l'index de la démocratie israélienne, c'est une sorte de sondage périodique qui est publié par l'Institut de la démocratie installé à l'université Tel Aviv, qui a remis il y a quelques jours au président Herzog un sondage, une enquête d'opinion approfondie portant sur un échantillon de plus d'1 millier d'Israéliens, et 57% des Israéliens interrogés
dont 55% de juifs et 61% d'arabes israéliens, souhaitent, je cite, un leader fort, capable de prendre ces décisions sans être lié, je cite encore, par la Knesset, les médias ou l'opinion publique. Et donc, c'est intéressant parce que en 2014, il y a donc 8 ans, cette même question, il y avait seulement que 41% d'Israéliens qui étaient en faveur donc d'un leader qui peut imposer sa vision des choses, 16% de plus qu'il y a 8 ans. C'est important peut-être que justement ce sondage qui a été réalisé dans une période trouble, et notamment cette période dont on vient de parler, avec un jeu suspect de certaines grandes forces politique du pays, et bien que ça a poussé l'opinion à demander à envisager à ce que le Premier ministre sache prendre des décisions sans se faire malmener. Et il y a d'autres chiffres dont on pourra reparler qui sont fort intéressants sur le degré de confiance dans les institutions, sur la manière dont ces différents secteurs de l'opinion se positionnent en fonction qu'ils appartiennent à la gauche, à la droite ou au centre, au secteur religieux ou non. Mais on en reparlera peut-être une autre fois. En tout cas, pour terminer, le président Herzog, qui a reçu ce rapport, a dit qu'il était important d'en tenir compte. Il a dit ceci: il n'y a pas de substitut à la démocratie israélienne. Et il est inquiétant de constater que dans des périodes troublées, la confiance des Israéliens dans leur régime subit une baisse notoire. Fin de citation. Eh bien, Richard Darmon, merci beaucoup pour ce survol de l'actualité politique.